Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Objectif Dev. Je suis Laurence et cette nouvelle vidéo présente la suite des notions technologiques fondamentales qui concernaient Internet, le web et le protocole TCP/IP. Nous avions terminé cette présentation sur la nécessité d'un modèle de communication capable de permettre aux ordinateurs d'échanger des messages. Le modèle dont je souhaitais vous parler est OSI. Nous traiterons également de l'importance de la carte réseau, des bus de données et enfin du lien qui existe entre toutes ces technologies. Alors nous avions évoqué cette fameuse nécessité pour les ordinateurs de communiquer entre eux pour échanger des messages et de nombreux chercheurs vont se lancer dans le challenge et de ces travaux vont émerger des modèles. Zimmerman et Bachmann travaillent sur une architecture des réseaux. Charles Bachmann, informaticien américain spécialisé dans les bases de données et les réseaux informatiques, présente le modèle OSI comme l'architecture idéale pour la circulation des données. Les Européens vont contester ce modèle qui va prendre du retard au profit du protocole TCP/IP qui finalement sera adopté en 1983. Le modèle OSI est une architecture sous forme de couches qui crée une sorte de chemin constellé d'étapes avec pour point de départ l'ordinateur expéditeur et point d'arrivée l'ordinateur destinataire. OSI signifie Open Systems Interconnection. Il deviendra une norme de communication en 1984. Le modèle OSI servira de modèle à tous les constructeurs de machines qui peuvent communiquer ensemble. Il est constitué de 7 couches. La première étant la couche inférieure, c'est une couche physique avec le type de câble utilisé, puis la liaison avec le type de connexion, l'adresse IP, le mode de transport TCP. Puis, plus on monte, les systèmes de session et de requêtes HTTP et HTTPS jusqu'à l'affichage en HTML sur le navigateur et l'accès au réseau web pour les échanges entre ordinateurs. Le PDU est le Protocol Data Unit, c'est une unité de mesure de l'information. On peut parler de paquets et donc de charge utile, c'est-à-dire de messages. En comparaison, le protocole TCP/IP retenu comme mode de transport des messages sur Internet dispose de seulement 4 couches. Il est plus simple. Les deux premières, les plus basses, représentent sur le réseau local uniquement la liaison physique, par exemple les câbles, et la liaison des données qui représentent les liens entre les nœuds. Les couches supérieures s'occuperont des réseaux de plus grande envergure. On y retrouve le TCP et la partie Internet. Toute la partie relative aux requêtes, et ce jusqu'à l'affichage du HTML sur le navigateur, voire les liens entre les pages web, sera contenue dans la couche Application. L'objectif de ces modèles OSI ou TCP/IP est d'envoyer des messages d'un IP source vers un IP destinataire. Les messages sont fractionnés en paquets qui pourront prendre des chemins différents via la carte réseau qui prépare les données et les adresse normalement sans échec vers l'IP destinataire. La carte réseau est fondamentale dans l'échange de messages et chaque appareil intermédiaire en est équipé. Elle contient l'adresse MAC. Pour mieux comprendre ce qui se passe lors de l'adressage de messages via l'un de ces protocoles, nous allons préciser certaines notions. Les ordinateurs étant reliés les uns aux autres dans un réseau, quels sont les réseaux existants? Quel est l'élément essentiel qui prépare les données et les transporte? Pourquoi le message transite-t-il d'adresse IP en adresse IP, de la source à la destination? Et qu'est-ce qu'une adresse IP? Comment sont transportées les données et les messages? Le protocole utilisé à ce jour est le TCP/IP, mais quel est son objectif? Voici les différents réseaux qui existent au niveau Internet, mais au niveau aussi local. Il part donc du premier réseau domestique, votre ordinateur, votre imprimante, au local, c'est-à-dire avec plusieurs routeurs, et peu à peu, ces réseaux s'étendent jusqu'à devenir des réseaux de zones géographiques très étendues, voire jusqu'au monde entier. Je tenais à vous communiquer les noms de ces réseaux qui peuvent être importants et qui nécessitent d'être connus. Dans un réseau, on va avoir le cheminement des données. Et pour cela, nous devons
identifier les éléments matériels qui constituent le réseau. S'il s'agit d'un ordinateur, ce sera son IP. S'il s'agit d'un serveur ou d'un logiciel de messagerie, ce sera leur port. Prenons l'exemple d'un ordinateur. Son adresse IP, Internet Protocol, est un numéro d'identification qui lui est attribué au moment où il est connecté au réseau Internet. Nous avons donc deux types d'IP. Un IP fixe si l'ordinateur reste allumé ou un IP dynamique si l'ordinateur est redémarré. L'adresse MAC est fixe et attachée à la carte réseau physique, comme une plaque d'immatriculation. Elle est unique et toujours la même pour le matériel concerné via sa carte réseau. Les données transitent de carte en carte réseau et donc de matériel en matériel jusqu'à l'ordinateur qui détient l'IP cherché. Pendant que nous parlons d'adresse IP, nous allons nommer les deux normes IPv4, IPv6. L'IPv4 est la plus utilisée, voici sa forme. Jusqu'à maintenant, c'était celle qui faisait référence, mais elle est en cours d'épuisement. Il était prévu qu'elle soit épuisée au mois de novembre 2019. Elle sera remplacée par l'IPv6 qui contient plus de possibilités et dont voici la forme. Sur Windows, pour obtenir les éléments de la carte réseau et notamment les IP, vous pouvez ouvrir une invite de commande et écrire ipconfig. Et enfin, le port est un point d'entrée d'un logiciel. Sur une même adresse IP, il peut y avoir plusieurs ports. Nous avons vu l'importance d'une carte réseau, mais qu'est-ce donc? Il s'agit d'un circuit imprimé auquel on ajoute des composants électroniques pour créer une carte électronique. Elle porte le nom de carte réseau dès lors qu'elle est autonome et qu'elle est ajoutée sur un ordinateur pour servir d'interface entre machines reliées à un même réseau. Dans la carte réseau, les données vont transiter par les circuits et composants électroniques qui sont des liaisons physiques, puis des programmes. L'addition des composants électroniques et circuits, qui sont la partie matérielle, et la partie immatérielle, que sont les programmes, constitue ce que l'on appelle les bus informatiques. De carte réseau en carte réseau, les messages transitent jusqu'à l'ordinateur destinataire et le message est restitué dans l'ordre envoyé, même si les paquets ont transité par d'autres chemins. Créons une mise en situation pour expliquer ce que deviennent les données qui sont au départ des messages ou des fichiers dans la carte réseau. Qu'est-ce qui se passe dans cette carte réseau? Eh bien, les données transitent via des bus de données. Il en existe plusieurs et leurs formes sont différentes. Les premiers se présentaient sous forme de 8 octets, puis 16, et à ce jour en 32 ou en 64. Prenons l'exemple d'un bus de 8 octets de données. Notre message va être fractionné et chaque portion se présentera sous forme d'octets et nous avons sélectionné 8 octets. Voici un message que nous fractionnons en plusieurs portions de 8 octets et qui génère des bus de données parallèles de 8 octets. Quel sera leur cheminement? Pour que l'information puisse transiter, elle doit être transformée en une énergie transportable. Nos données sont, prenons notre bus de données de 8 octets par exemple, eh bien les données vont voyager par la carte réseau via un composant nommé transceiver. Il récupère tous les bus de données parallèles, les transforme en une série ou un flux, une sorte de ligne de chemin de fer de bus de données, et enfin ils sont transformés en signaux électriques, transportables et interprétables. Vous voyez que
le mot MAC revient, il est essentiel car c'est grâce à l'adresse MAC et aussi IP que chaque carte réseau adresse ce signal électrique à chaque matériel jusqu'à l'ordinateur récepteur. On note qu'on fait une requête via une URL. L'URL contient le nom de domaine du fichier concerné et contient également l'IP de l'ordinateur cherché. Et les données vont transiter via des routeurs, via les cartes réseau, par leur adresse MAC également, jusqu'à l'IP recherché. Les messages contiennent de nombreuses informations et précisent notamment le protocole utilisé, l'adresse IP source et l'adresse IP de destination, ainsi que de nombreuses autres options. Donc nous savons ce qu'est le protocole TCP/IP. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vraiment parlé de son objectif. Nous allons voir ce qu'est l'objectif principal du protocole TCP/IP. Le message arrive sur l'ordinateur destinataire et là, il y a plusieurs possibilités. Soit il arrive complet et dans l'ordre, soit dans le désordre, soit incomplet et ou dans le désordre. Voilà les 3 cas de figure que j'ai illustrés. Eh bien, le protocole TCP/IP garantit que le message va être réceptionné complet et remis dans l'ordre. C'est donc la première situation qui est retenue. Et c'est exactement comme ça que cela fonctionne. Et c'est pour ça que le TCP/IP a pris le pas sur le datagramme, parce qu'il garantit la réception du message dans l'ordre et complet. Pour que le protocole puisse se dérouler, une connexion et une session sont indispensables. La connexion étant la liaison câble ou Wi-Fi ou autre entre deux ordinateurs, et une session est un temps délimité pendant lequel les ordinateurs sont reliés. Le protocole TCP/IP comprend 3 phases: l'envoi d'une demande de connexion, l'acceptation et l'envoi d'informations. Si une de ces phases ne se déroule pas correctement, il y a échec de l'envoi, il faudra recommencer. Et d'ailleurs, c'est un avantage du TCP/IP, car si le fichier arrive incomplet, le TCP/IP garantit le renvoi par l'ordinateur source de l'information manquante. Le TCP/IP nous assure de recevoir l'intégralité du fichier dans le bon ordre. Ce n'était pas donc le cas du datagramme. En résumé, entre les deux vidéos, nous avons vu le web, qui était un composant d'Internet. Donc nous avons vu également Internet, le courrier électronique, les échanges de fichiers, la messagerie instantanée. L'URL, qui est une chaîne de caractères et qui permet de chercher la page web, et donc l'IP. Le protocole qui permet de lancer une fameuse requête HTTP et donc de préparer une demande. Les communications qui sont possibles, donc les échanges via le protocole TCP/IP. Tous les échanges qui se font, enfin le traitement du message qui se fait au niveau de la carte réseau et qui va envoyer le message via l'adresse IP. Cette présentation est terminée. Vous en savez plus sur les origines d'Internet et sur ses éléments, et désormais vous êtes incollable sur le protocole TCP/IP et ses objectifs. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment fonctionne la page web, surtout son affichage sur le navigateur et ce qu'est le DNS. Si cette vidéo vous a été utile, et ce que j'espère, merci d'ajouter un pouce de satisfaction. Vous pouvez partager la vidéo sur vos réseaux sociaux ou par mail. N'hésitez pas. Et merci pour vos commentaires également. Vous pouvez également activer la cloche et surtout vous abonner. La cloche vous permettra de recevoir les nouvelles notifications de mes prochaines vidéos. À très bientôt sur la prochaine vidéo qui clôturera ces technologies, le navigateur et le DNS. Merci d'avoir suivi.